Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Saint-BDJ, nous sommes ravis encore une fois de vous savoir nombreux à suivre votre chaîne pour vous informer. Aujourd'hui, vous savez, l'actualité est animée par les discours tenus devant les congrès par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. C'était le mercredi 5 avril 2017. Alors, comme d'habitude, après un tel discours, l'opinion se pose tant de questions auxquelles on voudrait avoir beaucoup d'éclaircissements. Voilà, conformément à notre travail de vous informer en tant que journaliste, nous avons pu aujourd'hui joindre Lambert Mende Omalanga, que vous connaissez déjà. Il est ministre de médias et aussi porte-parole du gouvernement. Voilà, avec lui aujourd'hui, nous allons échanger en fait autour des différentes questions, des zones d'ombre auxquelles nous voudrions qu'il puisse apporter au moins des éclaircissements, questions pour vous d'être mieux informés et fixés sur les différentes questions d'actualité. Monsieur Lambert Mende, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes ravis de nous recevoir aujourd'hui en votre bureau pour pouvoir nous apporter certaines réponses à des questions que se pose l'opinion. L'actualité l'oblige. Vous savez que le chef de l'État a tenu le discours devant le champ du Parlement, réuni au Congrès. Qu'est-ce qui a attiré votre attention? D'abord, j'ai noté que le président a effectivement repris les choses en main, comme les évêques l'ont invité à le faire, après le demi-succès ou le demi-échec des discussions du centre interdiocésain, qui ont abouti quand même à la signature d'un accord politique, mais qui n'ont pas pu permettre de finaliser cet accord par la signature d'un arrangement particulier portant modalité de mise en œuvre de cet accord. Et les évêques s'en sont remis à celui qui les avait missionnés avec sa décision de leur confier des bons offices entre les différentes parties prenantes de la classe politique congolaise pour parachever un travail qui prenait trop de temps à leur avis parce qu'ils avaient des activités confessionnelles à accomplir. Et le président avait pris l'engagement de pouvoir finaliser ce qui restait à faire. À mon avis, c'est ce qu'il a fait hier. Il y a trop de suspense, c'est que pense l'opinion, en rapport avec le discours du chef de l'État. Les autres disent, il n'a rien dit de spécial. Je ne vois pas de suspense. Je pense qu'il faut vraiment être de mauvaise foi pour croire que le président n'a rien dit. Parce que le président a bien annoncé que d'ici vendredi, il va procéder à la désignation d'un Premier ministre qui sera présenté par le rassemblement de l'opposition. Avant cela, il a appelé les membres de l'opposition à régler les problèmes de divergence qui les opposent entre eux, donc toujours dans le respect de cet accord du 31 décembre et le respect de la Constitution sur laquelle l'accord du 31 décembre est adossé. Et donc le président a rappelé chacun à ses responsabilités en disant que dans les 48 heures, il prendra les siennes de responsabilité pour désigner le Premier ministre qui sera appelé à conduire le gouvernement d'union nationale tel que nous, participants aux discussions directes du centre interdiocésain, avons voulu pour la période préélectorale et électorale. Monsieur le ministre, nous allons revenir sur les questions liées au rassemblement à Korsenko et autres, mais revenons d'abord sur le discours tenu par le chef de l'État. Lorsqu'il annonce, il précise encore une fois que les élections auront bel et bien lieu, mais sans préciser à quelle date, tout en ajoutant aussi d'autres préalables, notamment le vote de la loi de répartition des sièges. Vous ne pensez pas qu'il laisse encore le peuple dans les suspens, sans préciser à quand il va quitter le pouvoir à travers la remise des reprises? Il est très curieux qu'un journaliste congolais me pose cette question. Donc, j'ai l'impression que vous ignorez même la loi de votre pays. Vous croyez que c'est le président de la République qui fixe les dates des élections dans ce pays? Vous êtes peut-être le seul à ignorer que dans ce pays, l'organisation des élections a été retirée au gouvernement pour être confiée à une institution qui est indépendante, qui s'appelle Commission électorale nationale indépendante.
je comprendrais qu'un étranger me pose cette question, pas vous. Vous savez bien que c'est à la CENI qu'il revient, monsieur, l'accord n'a pas changé la Constitution. Il ne faut pas me raconter des histoires. Est-ce que l'accord a changé la Constitution? C'est à la CENI qu'il revient de fixer la date des élections. Les parties prenantes au dialogue ont émis un souhait sur base d'un rapport que la CENI leur a présenté, qu'elle pourrait convoquer les élections à la fin de cette année. Il n'appartient pas au président de la République de se substituer à la CENI pour vous annoncer la date des élections, sinon il violerait la Constitution. Vous dites parce que, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Expliquez-moi un peu ça. Pour lequel le peuple est en train de... a changé la Constitution? A changé la Constitution? C'est ce que je ne veux pas dire. Ah, merci. Pour lequel vous êtes en train de vous battre. Oui. C'est autour de la tenue des élections. Oui. Et au sein de cet accord, oui, il est convenu que c'est au moins à la fin de cette année. Mais alors, même si c'est à la fin de cette année, est-ce que l'accord vous a dit que les élections auront lieu à la fin de cette année et c'est le président de la République qui va en fixer la date? Vous voyez comment vous êtes en train de marcher tout à fait à côté et de l'accord et de la constitution de votre propre pays. Apprenez à connaître d'abord les lois de votre pays avant de venir m'interroger. L'accord a dit qu'il y aura des élections à la fin de cette année. Et l'accord a dit d'abord, tout se fait conformément à la Constitution. Et que dit la Constitution? La convocation des élections relève d'un organe qui s'appelle Commission électorale nationale indépendante. Alors même si l'accord a fixé les élections à la fin de cette année, l'accord n'a jamais dit qu'on change de Constitution et que c'est le président de la République maintenant qui convoque les élections. C'est toujours la Commission électorale nationale indépendante. Vous n'allez pas demander au président de la République de se transformer en commission électorale nationale indépendante pour vous donner des dates de convocation des électeurs. C'est la commission électorale nationale indépendante. Si le président se met à convoquer les électeurs, n'importe quel Congolais peut aller à la Cour constitutionnelle pour l'accuser d'avoir violé la Constitution, mon ami. C'est tout simplement cela. Le président a dit que les élections auront lieu à la date qui sera fixée par celui que la Constitution désigne comme autorité électorale dans notre pays, la Commission électorale nationale indépendante. Mais la Commission a déjà dit aux négociateurs que nous sommes qu'elle convoquera les élections à la date que nous avons demandée, c'est-à-dire à la fin de l'année. Pourquoi voulez-vous que le président puisse le faire à la place de la Commission? Vous êtes en train de vous entremêler les pinceaux, c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui, revenons encore toujours sur le chef de l'État. Est-ce que, monsieur le ministre, pouvez-vous aujourd'hui affirmer que hier, le chef de l'État vous a surpris le gouvernement et le Premier ministre? Je ne pense pas. Tout le monde savait, à partir du 31 décembre 2016, que nous aurions un autre Premier ministre dans ce pays. Et que si nous n'avons pas eu de Premier ministre depuis le 31 décembre jusqu'à hier, c'est parce que le rassemblement à qui est revenu l'honneur de pouvoir désigner un Premier ministre n'a pas pu se soumettre à la condition constitutionnelle qui est celle de respecter les pouvoirs discrétionnaires de nomination du président en lui présentant une liste de candidats que le président a limité à 3 pour que le président puisse nommer dans les rangs du rassemblement un Premier ministre. Donc il n'y a aucune surprise du point de vue du gouvernement. À lire le visage du Premier ministre hier, on avait eu l'impression que, parce que même si vous étiez informé, mais pas dans le 48 heures comme le chef de l'État l'a bien dit hier, c'était une surprise d'apprendre que c'est dans le 48 heures qu'il y aurait un nouveau Premier ministre. Je ne sais pas, vous êtes peut-être lecteur des visages, pas moi, mais on aurait pu avoir un nouveau Premier ministre le 1er janvier, puisque l'accord a été signé le 31 décembre. Maintenant, on va avoir un Premier ministre au mois d'avril. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait une telle surprise, mais vous êtes peut-être lecteur des visages mieux que moi. Je vous laisse lire les visages, ce n'est pas mon travail. Revenons un peu, monsieur le ministre, à l'accord de la SENCO, de la Saint-Sylvestre, parce que c'est lié avec la situation politique du pays actuellement. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui affirmer, l'opinion a raison de penser qu'aujourd'hui cet accord est un échec? Mais l'accord n'est pas un échec. Pourquoi est-ce que l'accord serait un échec? Il a été signé, et le président de la République a dit qu'on va le mettre en application, et il a annoncé même la mise en application, même sur les points sur lesquels on n'a pas pu trouver des modalités de mise en œuvre. Il a annoncé des modalités
qui reste toujours dans le droit fil de tout ce qui avait été convenu, c'est-à-dire le rassemblement va présenter le Premier ministre que le président de la République va devoir nommer conformément à l'article 78 de la Constitution. Donc l'accord n'a pas été un échec. Au cas où la signature de l'arrangement particulier ne parvenait pas toujours à trouver le consensus de toutes les parties prenantes, vous ne croyez pas que cela va entraver à son application, l'application de cet accord? Je ne pense pas, dans la mesure où nous nous sommes mis d'accord sur plus de 90%, comme le chef de l'État l'a dit, de ces dispositions de mise en œuvre, parce que entre un accord et sa mise en œuvre, l'important c'est l'accord. Convenez avec moi que la mise en œuvre, c'est une technique, une modalité, un cheminement. Et puisque les évêques n'ont pas pu nous mettre d'accord sur la petite partie qui concerne les modalités de présentation de la candidature du Premier ministre ou le remplacement du président du Conseil national de suivi de l'accord, le président s'est assumé en sa qualité de responsable du bon fonctionnement des institutions, de la régulation en cas de dysfonctionnement, ce qui est le cas, puisqu'on n'a pas pu trouver une solution à 100% dans les modalités de mise en œuvre. Et donc le président a pris les choses en main et il reste dans le droit fil de l'accord. Donc dire que dans ces conditions-là, l'accord a échoué, c'est un peu exagéré. Nous allons mettre en œuvre cet accord, mais selon des dispositions que le président, qui a chargé les évêques de ses bons offices, a décidé de tracer par lui-même, en restant dans le prescrit de l'accord. Monsieur le ministre, le chef de l'État est considéré par le Rassemblement comme partie prenante, comme le chef de file de la majorité présidentielle, partie prenante au dialogue. Et lorsqu'il récupère la place de la CENCO pour trancher en tant que chef de l'État, donc il n'est plus... C'est là que le bas blesse chez le Rassemblement. Excusez-moi. Donc il n'est plus chef de l'État. Donc il n'est plus chef de l'État. Pourquoi il cherche à le rencontrer? Il n'est que partie prenante à l'accord, il n'est plus chef de l'État. Vous comprenez? Donc je voudrais que vous maîtrisiez bien le droit de votre pays. Vous êtes Congolais. Vous savez bien que le président de la République est la première institution de ce pays. La seule institution... Non, pas l'opinion. Il ne faut pas exagérer. Ce que vous pensez, ce n'est pas ce que l'opinion pense. Ce que le Rassemblement pense, ce n'est pas ce que l'opinion pense. Ce que moi je pense, ce n'est pas ce que l'opinion pense. Soyez modeste, mon frère. Vous n'êtes pas l'opinion. Le Rassemblement n'est pas l'opinion. Moi, je ne suis pas l'opinion. La majorité n'est pas l'opinion. L'opinion, c'est l'opinion. Est-ce que vous avez fait un sondage? Vous êtes capable de me produire les résultats d'un sondage pour me dire que l'opinion pense? Est-ce que vous n'exagérez pas? Est-ce que vous comprenez même le terme opinion? Il ne faut pas raconter des histoires. C'est vous qui pensez ce que vous dites là alors. Posez-moi la question sur ce que vous pensez. Alors je vais vous démontrer que vous avez tort. Parce que le chef de l'État, le président de la République, est la première des institutions de la République. C'est le seul cas dans nos institutions constitutionnelles où l'institution se confond dans une personne. C'est ça peut-être qui vous égare, parce que vous n'avez pas peut-être une formation juridique très poussée. Vous trouvez peut-être difficile à assimiler l'idée qu'une personne soit en même temps une institution. Eh bien, c'est le cas. Nous avons en République démocratique du Congo un président de la République qui est institution de la République. Ce n'est pas la présidence qui est l'institution, c'est le président de la République, première institution, avant l'Assemblée nationale, puis le Sénat, puis les cours et tribunaux, et ainsi de suite. Donc, le président, en sa qualité d'institution, a des responsabilités qui n'ont rien à voir avec les responsabilités de M. Joseph Kabila, chef d'une famille politique. Si vous n'êtes pas capable de faire le distinguo entre le président de la République et M. Joseph Kabila, alors c'est que vous devez rentrer un peu à vos études. Il y a un président de la République, chef des institutions. Il peut avoir été un problème en sa qualité de chef d'un groupe politique, ça c'est quelque chose à part. Mais c'est en sa qualité de président de la République qu'il a chargé l'Union africaine
de nous amener aux négociations de la Cité de l'Union africaine. C'est en sa qualité de président de la République, institution, qu'il a chargé les évêques de mener une mission des bons offices. Ce n'est pas en sa qualité de chef de la majorité présidentielle. Et c'est à cette qualité-là que les évêques sont allés lui rendre compte, garant de la nation. Ce n'est pas la majorité présidentielle qui est garante de la nation, c'est le président de la République. Quand vous n'êtes pas capable de faire ce distinguo-là, c'est que vous n'avez pas encore maîtrisé le droit constitutionnel congolais. C'est à ce titre-là que lui doit nommer un Premier ministre. Ce n'est pas la majorité présidentielle qui nomme un Premier ministre. Je crois que M. Lutundula l'a dit un jour, en disant, nous devons négocier, nous devons présenter nos candidats ou notre candidat au président de la République, institution, pas à la majorité présidentielle. Je vous invite donc à cesser de jeter de la confusion dans les esprits de vos téléspectateurs en confondant le président de la République, institution nationale, à M. Joseph Kabila Kabange, autorité morale de la majorité présidentielle. C'est deux choses différentes. Hier, il a parlé comme président de la République, institution. Donc le rassemblement doit enlever la confusion entre le chef de l'État en tant que tel et le président Joseph Kabila Kabange comme chef de file de la majorité. J'ai bien dit entre le président de la République, institution de l'État, et M. Joseph Kabila Kabange, chef de la majorité présidentielle. Il faut cesser cette confusion-là. Parce que si il n'était que M. Joseph Kabila, chef de la majorité présidentielle, pourquoi le rassemblement irait auprès de lui pour chercher à ce qu'il nomme un Premier ministre? Ils vont auprès de lui en sa qualité de président de la République, institution du pays. Et c'est comme ça que vous devez expliquer les choses clairement. Il ne faut pas mélanger les choses. Oui, c'est bien noté. Je pense que nos téléspectateurs qui nous suivent, en fait, qui vont nous suivre, comprendront qu'il y a différence entre Joseph Kabila en tant que chef de l'État, comme président de la République, et Joseph Kabila comme leader de la majorité présidentielle. Exact. C'est ce qu'a précisé M. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, ministre des Médias. Exact. Alors, quant aux constatations, en fait, qu'a mené le chef de l'État pendant 2 jours, nous avons constaté la présence, l'absence plutôt de Félix Tshisekedi et son équipe en tant que rassemblement. Et nous apprenons que le chef de l'État, dans 48 heures, nous tous nous l'avons appris dans son discours, il va nommer en Premier ministre. Alors, d'où va-t-il provenir ce Premier ministre? Ce Premier ministre proviendra du rassemblement, il l'a dit hier, clairement. Je ne pense pas qu'il est allé par 4 chemins. Le président a annoncé qu'il respecterait, comme président de la République, la volonté de la classe politique. Mais ils ont refusé de le rencontrer, ce rassemblement. Je ne pense pas que tout le rassemblement a refusé de rencontrer le président. Je pense qu'il y a une partie du rassemblement qui a rencontré le président. Il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité. Le rassemblement avait un certain nombre de membres qui se sont divisés. Un groupe a rencontré le président de la République, un groupe a refusé de rencontrer le président de la République. Et le président de la République a lancé un appel au rassemblement pour mettre fin à ces querelles intestines. Je pense qu'il a commencé par là. C'est ça la vérité. Il ne faut pas inventer des choses. Il ne faut pas inventer des choses. La vérité, c'est qu'il y a une partie du rassemblement qui est allée au contact de l'institution président de la République et qu'il y a une autre partie qui n'est pas allée au contact du président de la République. Et le président a eu l'honnêteté. Il n'est pas comme vous qui voulez inventer des choses. Il a dit, je constate qu'il y a des querelles au sein du rassemblement. Je leur demande d'en finir avec ces querelles et de me présenter une liste de candidats. Et il leur a donné 48 heures. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus comme garant du bon fonctionnement des institutions? Je ne vois pas ce qu'il peut faire de plus. Vous ne pensez pas qu'on va aller de contestation en contestation? Est-ce que vous voyez, vous, une politique dans un pays du monde où il n'y a pas de contestation? Même le pape à Rome est contesté. Il y a des courants dans l'Église catholique qui contestent le pape, mon ami. Même Jésus, que nous suivons, si vous êtes chrétien comme moi, a été contesté aussi. Alors ne me dites pas que la contestation ne fait pas partie de la vie des hommes. C'est pas ça le problème.
Le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a dans notre Constitution? Est-ce qu'on respecte? Qu'est-ce qu'il y a dans l'accord du 31 décembre? Est-ce qu'on respecte? Je vous dis oui. Donc, dans 48 heures, on aura un Premier ministre. Affirmatif. Avec contestation ou pas? Affirmatif. On aura un Premier ministre. Parce qu'on ne peut pas continuer, d'après ce que le président de la République a dit hier aux chambres parlementaires réunies en congrès, on ne peut pas laisser indéfiniment cette nation livrée à ce que lui-même a appelé des chantages, de positionnement des individus pour des intérêts particuliers. Il s'assume comme président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions de ce pays, et il va donner à cette nation un Premier ministre issu du rassemblement. Et vous pensez que les pourparlers peuvent toujours continuer, bien qu'un Premier ministre ait déjà notre nom? Mais des discussions entre... Entre le moment où le président a parlé hier et le moment où il va nommer le Premier ministre, il va se passer 2 jours. S'il y a un seul homme sage au sein de ce rassemblement, c'est ce moment-là qu'ils doivent mettre à profit pour retrouver leur unité et lui proposer des candidats. Voilà ce qu'on peut dire. Passons ce sujet-là, parce que vous avez bien dit, je pense que l'opinion est en train de nous suivre et est en train de noter. Quand le chef de l'État, monsieur le ministre, parle, et en toute responsabilité en tant que chef de l'État, que plus question de l'ingérence. Il est revenu, il est extérieur. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il défend la souveraineté de l'État, puisque c'est ça, le serment constitutionnel que tout président de la République dans ce pays prête, et tout président de la République de tout pays du monde. Nous ne sommes pas un pays dans une autre planète, nous ne sommes pas sur la planète Mars, nous ne sommes pas sur la Lune, nous sommes sur la Terre. Le principe de l'existence d'un État, le premier principe, c'est l'autodétermination du peuple. Et donc, il n'y a aucun peuple qui est destiné à être conduit par un autre peuple. Nous, Congolais, ne sommes pas venus sur Terre pour être dirigés par des Belges, ou des Français, ou des Américains, ou des Russes, ou des Angolais, ou quoi. Nous sommes autodéterminés depuis le 30 juin 1960. Ça, beaucoup de gens l'oublient. Ils croient qu'on peut nous donner des injonctions, d'ailleurs, surtout sur des matières comme les élections, qui sont des matières de souveraineté. Je voudrais vous donner un exemple. J'étais à Washington il y a 1 mois et demi, avant d'en repartir encore, d'y aller encore il y a 1 semaine à peu près, et j'ai trouvé un conflit grave entre les États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale, et la Russie, parce que des internautes, des petits internautes, avaient osé interférer dans les élections américaines, des hackers comme on dit. Ils sont entrés dans le circuit, je pense, du Parti démocrate, pour essayer d'influencer le résultat des élections américaines. Je vous dis ça, je vous donne l'information, ne faites pas de commentaires, écoutez-moi d'abord. Et le président Obama, qui était président de la République des États-Unis, a chassé 35 diplomates russes, qui n'avaient rien à voir avec ce que les hackers russes, les internautes russes avaient fait. Mais il a dit des citoyens russes se sont autorisés à vouloir interférer dans les élections américaines, alors que c'est une affaire intérieure américaine. Pour punir la Russie, je chasse 35 diplomates russes, avec femmes et enfants. Ils ont été mis dans des avions, ils ont été renvoyés à Moscou. Parce que les États-Unis estiment qu'aucun autre ressortissant, gouvernement, privé, d'un pays autre que les États-Unis ne peut interférer dans les élections des États-Unis. Je suis passé par la France pour rentrer ici. Et j'ai trouvé le président Hollande qui faisait un commentaire sur les propos du président Donald Trump, le nouveau président américain, qui avait osé critiquer l'Europe. L'Union européenne, c'est un machin obsolète, etc. Et Hollande a dit, nous n'accepterons jamais qu'un Américain puisse nous donner des leçons. L'Europe s'autodétermine. Alors, ce qui m'étonne, moi, c'est que et les Américains et les Européens se permettent d'interférer
dans nos affaires intérieures, alors qu'ils ne supportent pas que quelqu'un d'autre interfère dans leurs affaires intérieures. Est-ce qu'ils sont plus hommes que nous? Est-ce que nous sommes les sous-hommes et eux seraient de vrais hommes? Posez-vous la question, vous journalistes. Vous trouvez cela normal, vous, que eux acceptent de nous faire ce que eux n'acceptent pas qu'on leur fasse à eux? Voilà le problème. Donc nous sommes un pays indépendant, souverain, pauvre peut-être, mais indépendant et souverain. Et personne n'a le droit de venir nous dicter comment nous conduisons nos affaires, surtout en matière électorale que nous finançons nous-mêmes. Et le président a rappelé hier que nous avons pris l'argent des pauvres Congolais, 320 millions de dollars. On aurait pu construire des routes, on aurait pu faire des ponts, et nous avons mis ça dans les élections. Alors personne n'a le droit, en dehors du Congo, de nous dicter comment nous conduisons ces affaires-là. C'est tout ce que le président a voulu rappeler. Exactement comme Obama l'a fait vis-à-vis des Russes et comme Hollande l'a fait vis-à-vis du président Trump. La RDC est membre des Nations Unies. Oui, c'est ce que le président a dit. C'est ce que le président a dit, excusez-moi. Le président a dit, comme tout pays membre des Nations Unies, les questions des élections chez nous sont des questions de politique intérieure, comme pour tout autre pays membre des Nations Unies. Donc c'est un principe qui est valable pour tous les pays membres des Nations Unies. Les questions électorales relèvent de la souveraineté d'un État. C'est ça le principe. Si vous ne le connaissez pas, allez l'étudier à l'université. Mais pourquoi le chef d'État a insisté sur le financement purement propre des contribuables congolais? Oui. Parce que vous avez refusé des financements extérieurs? Non, parce que ceux qui nous donnent des injonctions ne nous donnent même pas de financement. On peut même dire que si juridiquement on peut contester le droit à quelqu'un de s'ingérer, mais parfois ils se disent oui mais nous vous aidons, nous avons le droit de regard. Alors cette fois-ci il dit messieurs, cette fois-ci vous ne nous avez même pas aidés. Alors taisez-vous, laissez les Congolais résoudre seuls leurs problèmes, parce que ce sont les Congolais eux-mêmes qui financent leurs élections. Voilà l'explication. Monsieur le ministre, vous voulez dire que, parce que vous êtes devant la caméra, vous voulez dire que la CENI n'a reçu aucun financement de partenaires extérieurs pour financer nos élections? Les 320 millions sont venus de votre argent. Sachez-le, n'allez pas raconter à vos téléspectateurs que quelqu'un a donné un seul sou. Les 320 millions sont venus de votre argent, l'argent du contribuable congolais. Soyez fiers de ça. Arrêtez ce complexe. Vous êtes jeune, j'ai pitié quand je vous entends me poser cette question. Vous avez payé 320 millions. On aurait pu construire quelque chose de meilleur pour votre peuple. Et on a pris ça, on a mis pour les élections. Soyez fiers de ça. Nous avons financé seuls. En 2011, nous allons financer seuls. En 2016, c'est peut-être le prix de l'indépendance. Mais je ne comprends pas pourquoi des jeunes comme vous, vous trouvez normal que des pays étrangers viennent s'immiscer dans vos affaires 57 ans après qu'on ait tué cet homme dont l'image est dans mon bureau ici, Patrice Lumumba. Ça ne vous dit rien, Lumumba? Sincèrement, ça ne vous dit rien? Pourquoi il est mort? Pourquoi vous trouvez normal que les gens viennent vous recoloniser? Je suis étonné. Moi, j'ai un certain âge. Je suis étonné que des jeunes comme vous acceptent que de l'étranger, on vienne vous dicter des choses. Ça n'a pas de sens. C'est nous qui aurions pu, parce que nous, on a connu peut-être la colonisation quand nous étions enfants. Mais vous êtes nés à l'indépendance. Soyez fiers d'être vous-même. Soyez jaloux de votre indépendance. C'est ce que le président vous appelle à faire. Voilà. Monsieur le ministre, vous parlez au public, j'ai l'impression que vous parlez directement, vous répondez aux journalistes. Vous êtes le représentant du public. Vous répondez au public, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de répondre... Oui, parce que vos questions semblent indiquer que vous doutez que nous ayons financé nous-mêmes nos élections, vous doutez que nous ayons nous-mêmes la possibilité d'avoir notre propre autodétermination. C'est pourquoi je m'insurge un peu. Vous n'êtes pas le seul. Quand je m'adresse à vous, ne vous formalisez pas. Je m'adresse à tous ces jeunes qui croient, parce qu'il y a des groupes de jeunes ici qui luttent pour que nous puissions être soumis aux pressions de l'étranger. Et ça, ça me gêne énormément. C'est pourquoi je m'adresse à eux, pas à vous, comme individu. Monsieur le ministre, seulement nous sépare de la fin de notre entretien. Parlons un peu questions sécuritaires. Phénomène Kamwina Sapé, c'est un défi au gouvernement congolais. C'est le terrorisme. Nous sommes victimes d'une offensive terroriste, exactement comme les Américains l'ont été un certain 11 septembre, comme la France l'a été plusieurs fois, comme la Belgique l'a été. Certains l'appellent milice. Non. Une milice, c'est un groupe de personnes qui s'organisent pour soutenir une armée régulière.
ou qui s'organisent pour soutenir un gouvernement, peut-être dictatorial, mais un gouvernement régulier. Il n'y a rien de tel chez les Kamwina Sampo. Aller couper des têtes de policiers, couper des têtes des experts des Nations Unies, couper des têtes de femmes, brûler la CENI, etc. Ça s'appelle en français terrorisme. Et quand certains journalistes, vos collègues français, décrivent ça comme une milice, ils veulent simplement banaliser ce terrorisme-là pour justifier ce qu'ils considèrent comme l'incapacité de l'État congolais à se gérer et favoriser la recolonisation du Congo. Ne leur prêtez pas cette assistance que vous pouvez leur prêter en minimisant ou en banalisant ce phénomène. Ce phénomène est terroriste. Il doit être traité comme tel et rien ne peut justifier le terrorisme. Force commune découverte, les agents des Nations Unies décapités, certaines langues imputent cela au gouvernement congolais qui a manigancé. Qu'est-ce que vous répondez? Si un membre du gouvernement congolais qui est responsable d'une seule fosse commune, il sera arrêté. Faites-moi confiance. Il sera poursuivi. Parce que nous avons vu des membres des forces armées qui ont tiré sur des terroristes désarmés. On ne peut pas tirer sur un terroriste s'il est désarmé, même s'il est terroriste. Ils sont aujourd'hui en train de passer en jugement. Donc il n'y a pas de raison de vouloir dire qu'au Congo, on peut aller tuer n'importe qui et puis s'en sortir comme ça. Dénoncez-le. Dénoncez-le auprès des autorités judiciaires militaires. Il sera arrêté, comme on a arrêté ces majors et tout ça, qui sont en train de passer en jugement. Mais nous savons bien que des fosses communes, on va encore en découvrir davantage. Parce que partout où ces terroristes passaient, ils essayaient de cacher les corps de leurs membres qui tombaient sous les balles de nos forces de sécurité, parce qu'ils ont répandu l'idée qu'ils étaient invulnérables, et ils ne voulaient pas qu'on voie les corps de leurs membres qui meurent, pour ne pas démoraliser les jeunes écervelés qu'ils recrutent sous cette bannière de l'invulnérabilité. Et donc des fosses communes, on en aura beaucoup, et s'il y a 1000 fosses communes, il y aura 1000 enquêtes, et nous découvrirons qui a tué qui, et il sera puni, même s'il est membre du gouvernement. Là n'est pas le problème. Mais à quand la fin de ces phénomènes, monsieur le ministre? Le terrorisme, poser la question, c'est comme une partie du genre humain. Le mal, à quand la fin du mal? C'est le jour où l'humanité prendra fin, que le mal prendra fin, que le bien aussi prendra fin. Donc il faut que l'État puisse avoir les moyens, et les moyens de l'État, c'est la justice. Les moyens de l'État, c'est la solidarité de ses citoyens. Mais si vous, journalistes, vous commencez à pousser le peuple à se désolidariser du gouvernement, en présentant tout le mal qui est fait en termes de terrorisme, comme étant le fait du gouvernement, et non pas le fait des terroristes, je pense que le mal deviendra plus important que le bien. Faites très attention à la responsabilité des journalistes. Nous tirons un peu cette émission avec quelques préoccupations autour des questions sociales. Aujourd'hui, M. Lambert Mende, en tant que leader politique, vous l'êtes bien sûr, est-ce que vous pouvez affirmer que le peuple congolais est abandonné à son triste sort? Le peuple congolais n'est pas abandonné à son triste sort. Le peuple congolais connaît d'énormes difficultés qui sont dues à une très mauvaise conjoncture économique, dont nous connaissons, vous comme moi, les raisons. Nous avons des matières premières que nous vendons, nous avons une structure économique qui est assise sur ces matières premières, et les prix de ces matières premières ont connu une dépréciation qui fait que tous les pays qui vendent ces matières premières sont en récession. Ce n'est pas seulement le cas du Congo. Donc nous sommes aussi en récession économique, mais je vais vous donner l'espoir que bientôt ces prix vont de nouveau s'apprécier et que nous assistons, selon les nouveaux rapports de la Banque mondiale, à une reprise lente qui va nous permettre de connaître des jours meilleurs. Mais ce n'est pas un problème qui est tout à fait spécifique à la République démocratique du Congo, mais nous traversons une période extrêmement difficile, ça je n'en doute pas. Bientôt là, un nouveau gouvernement, vous sentez-vous bien dans votre rôle de ministre des Médias? Oui, je suis ministre depuis 10 ans. Si on me dit de partir, j'aurai... Ministre des Médias, porte-parole du gouvernement. Oui. Ministère des Médias. Mais nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de liberté. Les questions même que vous me posez, il y a des questions qui attaquent même directement le gouvernement. Je vous réponds. Il y a des pays où vous n'auriez pas osé même poser la moitié des questions que vous posez ici, sans même craindre la prison. Mais ici, vous êtes libre de faire tout cela. Pourquoi?
parce que nous avons maintenu ouvertes les frontières de liberté dans notre pays. Tout ça, c'est grâce à un gouvernement auquel j'appartiens. Monsieur le ministre, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Oui, chers téléspectateurs de la télévision SMBDJ, vous avez été nombreux à nous suivre chez vous. Je pense que vous restez encore avec certaines questions en suspense auxquelles vous voudriez avoir encore plus d'éclaircissements. Le temps ne nous permet pas toujours d'épuiser toute la matière aujourd'hui. Nous vous promettons qu'à la prochaine, nous allons encore beaucoup plus vous informer. Merci. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.